Et pour clore les demi-finales, Sten Rogonji, étudiant de Master 1 DAF sur le sujet de droit pénal. L'affaire Pomme. Il est des situations banales qui peuvent parfois tourner au drame total sans qu'on ait vraiment eu le temps de comprendre ni pourquoi, ni comment on en est arrivé là. C'est exactement le sentiment qu'ont pu connaître les époux Pomme le jour où ils se sont fait sauvagement agresser par des individus sans scrupules et se fit lâchement jeter par terre par un des agresseurs. Ce dernier en profita pour s'installer dans le véhicule des époux et tenta de le démarrer. Pour se défendre, M. Pomme, plus âgé, donc plus faible que ses agresseurs, prit une bouteille par terre et en asséna un coup au visage de l'un des agresseurs. L'agresseur en question, victime d'une commotion cérébrale, décéda 8 jours plus tard. Témoin de la scène, le second agresseur, installé dans la voiture des époux, décida, lui, de reprendre son véhicule et de quitter les lieux. Voilà les faits. J'ai choisi de défendre M. Pomme, la victime, la véritable victime. Pour le défendre, je plaide la légitime défense. L'article 122-5 du Code pénal dispose que n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit dans le même temps un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. La légitime défense apparaît donc comme une cause d'irresponsabilité pénale fondée sur l'utilité sociale. Elle se forge dans l'idée que si la protection des citoyens incombe à l'État et non aux personnes privées, il est possible que cette protection, dans certains cas spécifiques, soit défaillante. Et dans ces cas-là, l'individu a le droit et même le devoir de se défendre lui-même. Pour que la légitime défense soit reconnue, l'article 122-5 nous indique qu'il faut réunir 3 conditions principales. La première, c'est que l'atteinte doit être injustifiée. En l'espèce, les agresseurs n'ont aucun droit de porter physiquement atteinte aux époux. En effet, la loi n'a jamais donné le droit à une personne de physiquement porter atteinte à une autre simplement à cause d'un klaxon. Cette atteinte est donc bel et bien injustifiée. La deuxième, c'est que l'atteinte doit être concomitante à l'acte de légitime défense. Cela signifie que l'on ne peut se défendre que contre une agression actuelle et non pas contre une agression passée. En l'espèce, M. Pomme s'est défendu pendant qu'il se faisait agresser. L'agression est donc bel et bien actuelle. Enfin, la troisième, et c'est celle qui nous intéressera le plus, c'est que l'acte de défense doit être proportionnel à l'agression. Cela signifie que l'on ne peut pas se défendre n'importe comment, et qu'on ne peut pas, par exemple, comme M. Pomme, tuer un homme simplement parce qu'il nous a physiquement agressés. L'accepter serait consacrer un permis de tuer. Or, loin de moi cette idée du permis de tuer. Mais il est important de noter que le législateur a oublié l'essentiel. Cet essentiel qui se trouve dans la peur ressentie par la personne attaquée, en l'occurrence M. Pomme, au moment même de l'agression. Une peur qui ne lui permet pas toujours de respecter l'exigence de proportionnalité. Pour bien comprendre le problème, il convient de se mettre quelques instants à la place de M. Pomme. Par définition, l'agression est inattendue. Votre agresseur ne vous prévient pas. Il est donc très difficile de se préparer à l'agression. Imposer en toutes circonstances que l'acte de défense soit proportionnel à l'attaque est donc un non-sens pour 2 raisons. D'une part, la victime sera le plus souvent incapable de proportionner son acte de défense en raison de son état de stress. D'autre part, il est parfois impossible de quantifier de quelle manière on a le droit de se défendre en raison des circonstances de l'agression. Il s'agit là d'une impossibilité factuelle. Une agression crée chez la victime un état de stress et de panique intense. Cet état ne lui permet plus de mesurer ce qu'elle fait. La victime ne réagit donc qu'en fonction d'un seul impératif, à savoir celui de mettre fin à l'agression. Dans ce cas, on ne peut exiger de la personne agressée qu'elle fasse preuve de mesure, puisque par définition et du fait même de l'agression, celle-ci n'est plus en état d'appréhender la situation. Autrement dit, face à une agression, chacun serait prêt à utiliser n'importe quel moyen pour s'en sortir.
La peur d'être blessé physiquement et parfois même intimement, ainsi que la crainte d'être tué ou de voir violer son épouse, incitent chacun à se défendre par tous les moyens. Il est donc évident que l'on ne peut exiger d'une personne agressée qu'elle sorte sa règle et son compas pour mesurer si ses gestes défensifs sont proportionnés aux gestes agressifs de son assaillant. Il est tout aussi évident que l'on ne peut exiger d'une personne agressée de se rappeler sur l'instant les termes exigeants de l'article 122-5 du Code pénal. Face à une agression, c'est donc la panique et le stress qui commandent la victime. Je pense profondément que c'est à l'agresseur d'assumer toutes les conséquences d'une agression qu'il impose à sa victime. L'exigence de proportionnalité ne peut donc pas toujours être respectée, quoi qu'en dise l'article 122-5 du Code pénal. Le facteur juridique ne suffit pas, il faut aussi tenir compte du facteur humain. Lorsqu'un individu âgé se fait agresser en pleine rue par plusieurs autres individus plus jeunes et plus forts que lui, qu'aura-t-il le droit de faire pour se défendre avant que l'on vienne lui dire qu'il est allé trop loin? Aucune proportion ne peut être attendue dans un tel cas. Ici, l'exigence de proportionnalité se heurte aux faits. Il appartient donc au juge de s'adapter à la réalité et de faire face avec efficacité à une société qui change. Le respect dû aux victimes est à ce prix. Toutefois, l'article 122-6 du Code pénal, qui traite de la présomption de légitime défense, dispose qu'est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte pour se défendre contre les auteurs de vol ou de pillage exécutés avec violence. En l'espèce, il y a bien eu tentative de vol avec violence. C'est un fait que je vais démontrer maintenant. Le Code pénal définit le vol comme la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. En l'espèce, rien n'a été soustrait. Par contre, on peut constater qu'il y a eu tentative de soustraction. Selon l'article 121-5 du Code pénal, la tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. Pour caractériser la tentative, il nous faut donc nous assurer de la réunion d'un commencement d'exécution, l'élément matériel de la tentative, et d'un désistement involontaire, élément moral de la tentative de l'agresseur. Le commencement d'exécution se définit comme l'acte qui doit avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer l'infraction, celle-ci étant entrée dans sa période d'exécution. En l'espèce, après avoir extirpé la conductrice de son véhicule, l'agresseur s'y est installé et a tenté de démarrer le véhicule. Il s'agit bien là d'un acte tendant directement à la production du résultat de l'infraction. Le commencement d'exécution est donc caractérisé. Mais un commencement d'exécution ne peut constituer une tentative que si, d'une part, il a été interrompu par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, et si, d'autre part, l'intention requise au titre de l'infraction peut être démontrée. Sur le premier point, la tentative nécessite la preuve d'un désistement involontaire. C'est en l'espèce la résistance de M. Pomme qui, en assénant un coup au visage du premier agresseur, qui permit l'interruption de l'action délictuelle et la fuite de l'agresseur. Nous reconnaissons là le désistement involontaire requis au titre de la tentative. On peut conclure de manière lucide qu'il y a bien eu tentative de vol de la part du second agresseur. Les faits entrent bel et bien dans le champ de l'article 122-6 du Code pénal qui présume de la légitime défense de celui qui a accompli l'acte contre les auteurs de vol ou de pillage exécutés avec violence. Nous demandons donc l'exonération de toute responsabilité de M. Pomme sur le fondement de cet article. Selon l'article 121-4 du Code pénal, l'auteur d'une tentative de vol encourt les mêmes sanctions que l'auteur de l'infraction consommée, c'est-à-dire 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Mais le vol ou la tentative de vol est puni de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui, ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant 8 jours au plus. En l'espèce, M. Pomme a subi des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant 5 jours. Les conditions de la seconde sanction sont bien exécutées. Nous demandons donc la condamnation du second agresseur à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende pour tentative de vol avec violence.
vous remercie.